Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'accepter de répondre à nos questions pour Radio Judaïka. Vous êtes spécialiste de l'Iran et vous êtes également le créateur du site internet qui s'intitule Le Monde Décrypté, www.lemondedécrypté.com. Et ça tombe bien parce que justement, ce vendredi 18 juin, c'est le jour de l'élection présidentielle en Iran. On va en parler, hein. Le président actuel Hassan Rouhani n'a pas pu être candidat à sa propre réélection. Mais Gérard Vespierre, si on devait faire le bilan de son mandat, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a eu deux phases. Il y a eu la phase, donc effectivement, 2013-2017, où il a bénéficié de l'accord de 2015, du fameux accord nucléaire. Et donc à ce sujet, il faut vraiment préciser que les Iraniens ne sont pas, enfin le régime iranien n'est pas venu à la table de négociation en fin 2012-2013 de pleine volonté. Il faut absolument savoir que les Iraniens ont été forcés à venir à la table de négociation par l'action des États-Unis et l'action d'Israël, tous les deux dans la coulisse, n'est-ce pas, en faisant des interventions de type cyber déjà sur la centrale de Natanz, et puis n'ayant pas peur des mots, en éliminant aussi, en participant à l'élimination de certains chercheurs et savants iraniens. Donc, après cette conclusion d'accord finalement auquel l'Iran a été obligé de se rendre, eh bien il y a eu des espérances d'affaires internationales, de développement international de l'économie iranienne, et donc cette économie a bénéficié donc de ce flux nouveau d'espérance. Et puis donc c'est le premier bilan du premier mandat Rouhani, et le deuxième par contre a été marqué à l'inverse par la décision américaine de se retirer d'une certaine façon de cet accord et de sanctionner les exportations de pétrole iranien. Donc là, l'économie iranienne a été touchée, mais parce qu'elle a été déjà en mauvaise posture, n'est-ce pas? Il faut savoir que l'économie iranienne subit depuis 40 ans bien les dépenses ou les surdépenses iraniennes dans le domaine militaire, puisque l'Iran intervient au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, et cela nécessite des budgets conséquents, puisque l'Iran a un programme nucléaire et balistique, et l'Iran a décidé dès 1979 la création des gardiens de la révolution. Donc une armée nouvelle, parce que l'armée du Shah n'était pas crédible ou sûre pour la révolution. Donc la deuxième partie, le deuxième quadriennat de Rouhani a donc été dans la difficulté, départ de la monnaie, glissement de la monnaie, inflation, hausse des prix, chômage. Donc voilà, pour le moment, la situation de son deuxième mandat se termine dans la difficulté la plus extrême, à laquelle s'ajoute la pandémie du Covid-19. Alors, dans cette course à la présidentielle, il y avait au départ 7 candidats qui avaient été approuvés. Pourtant, mercredi, 3 d'entre eux ont retiré leur candidature. Comment on explique cela? Alors, il y a deux types de candidats. Il y a les candidats autour de Raisi, donc qui sont dits aussi ultra-conservateurs, et puis un candidat dit réformiste qui aussi s'est retiré là. Ces notions sont tout à fait relatives parce que de toute façon, tout le monde soutient le pouvoir, n'est-ce pas? Et tout le monde est nommé ou approuvé par le guide suprême, donc ce sont des conservateurs ou des ultra-conservateurs et des modérés à l'intérieur du régime qui lui-même n'est pas modéré du tout. Donc le réformateur qui a quitté la compétition, je pense que sa stratégie était de donner le maximum de chance à son colistier, si je puis dire, donc Amati, qui est l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Iran, et je pense d'ailleurs que ce choix est tout à fait spécifique et calculé de la part du pouvoir, parce que mettre
dans la course à la présidence un ancien gouverneur de la Banque centrale d'un pays où la situation économique est mauvaise, déjà, vous voyez, laisse présager un habile calcul. Et puis, dans l'autre camp, donc, les ultra-conservateurs qui se sont retirés, eh bien, ils sont destinés ce mouvement est destiné à favoriser le meilleur score possible de Raisi. Et puis, il n'est pas impossible qu'il y ait eu des négociations dans la coulisse, si on veut dire, donc que ces candidats soient peut-être membres du prochain gouvernement, et donc ça a facilité effectivement leur effacement. Et il faut savoir que de toute façon, le résultat final, dimanche par exemple, on saura que autour de 25% des votants, enfin plutôt des suffrages potentiels donc exprimés seront pour Raisi, qui va recueillir à peu près 25% de l'électorat, n'est-ce pas? Donc ce sera une élection très très difficile. L'élu sera élu avec un très mauvais score. Donc voilà, vous l'avez dit, hein, le favori dans cette présidentielle, c'est l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Qui est-il? Raisi, c'est un homme de A à Z du pouvoir. Il a commencé des études religieuses. Ensuite, il s'est orienté vers la justice, et c'est Khomeini, donc dès 1979-80, qu'il l'a orienté dans cette option-là, avec un poste de procureur adjoint. Donc à Karj, c'était une ville d'1 million d'habitants à 50 km de Téhéran, et il a poursuivi toute sa vie, donc depuis 80 il était très jeune, il avait 18-19 ans, jusqu'à maintenant, eh bien un cursus à l'intérieur du système judiciaire. Or, quand on sait effectivement le sang que le système judiciaire iranien a fait couler, eh bien, c'est vraiment une exception, c'est une élection assez épouvantable, parce que quelquefois on voit des présidents, n'est-ce pas, dans des pays en difficulté qui deviennent plus ou moins des criminels. Eh bien là, j'ose le dire, c'est un monsieur qui a du sang sur les mains, et donc c'est un criminel qui va devenir président. Et c'est une difficulté supplémentaire, peut-être, vraisemblablement, pour les pays occidentaux, d'avoir à dialoguer avec un personnage de ce profil. Il n'est pas exclu que des difficultés soient créées avec ce personnage, donc avec Ebrahim Raisi, parce que vraisemblablement les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations autour des droits de l'homme vont très rapidement attirer l'attention des gouvernements du monde entier sur le profil, sur le fait que Ebrahim Raisi a participé de façon éclatante, au massacre de 30 000 prisonniers politiques, 30 000 personnes qui étaient en prison pour l'opinion politique en Iran au cours de l'année 88, ont été massacrés sur une fatwa de Khomeini, et Raisi était aux commandes à Téhéran. Donc voilà, c'est un homme qui va être dans une situation politique difficile par rapport à l'international. Mais finalement, Gérard Vespierre, et ce sera ma dernière question, lorsqu'on regarde un peu le régime de la République islamique, où c'est l'ayatollah Khamenei qui décide pratiquement de tout, quel est l'intérêt d'avoir des élections en Iran? Est-ce que ça a du sens? Pour nous, ça n'a pas de sens. Pour les Iraniens, cela a de moins en moins de sens. D'où la stratégie du boycott, qui a été mise en avant à la fois par une structure importante qui s'appelle le Conseil national de la résistance iranienne. Derrière, il y a l'Organisation des combattants du peuple iranien, l'ONPI, qui depuis quelque temps lance ce message de boycott. Et puis, vous avez d'anciens membres éminents du régime, le fameux et tristement célèbre Ahmadinejad, n'est-ce pas, ancien président de la République d'Iran, lui-même a
invoqué cette stratégie et recommande cette stratégie d'abstention. Et il y a eu un autre président, Rafsanjani, qui est décédé, sa fille, elle aussi, proclame donc la nécessité de boycotter. Donc on va se trouver dans une situation en Iran où le président sera, comme je l'ai dit, élu avec peut-être 25% simplement du corps électoral. Donc une déchirure politique. Et peut-être cette déchirure politique va laisser apparaître une déchirure nationale, un peuple fatigué par les privations, par l'inflation, par la baisse du niveau de vie, par le fait que le régime ne se soit pas intéressé à son peuple. Le régime était tourné vers les interventions extérieures, vers le nucléaire, vers la constitution d'une armée des gardiens de la révolution qui ont pillé l'État par la corruption et les structures donc de corruption. Donc le bilan est catastrophique et il n'est pas du tout impossible qu'à nouveau, après 2018 et 2019, le peuple iranien en 2021 redescende dans la rue.